Allez, on va enchaîner, on va passer et rester dans le domaine pharmaceutique. On va accueillir Laure Lechertier, directrice de la communication et des affaires publiques et de l'accès au marché. Elle est aussi en charge de la RSE dans une entreprise qu'on ne présente pas, encore moins à Agen qu'ailleurs. C'est chez UPSA. Welcome. Bonsoir François Capon. Prenez place. Alors vous avez une entreprise qui a un petit peu moins d'employés que UPSA et qui fait dans le bâtiment. C'est une société qui s'appelle Sorenam. Vous êtes à Saint-Jean-d'Illac. Et je vais commencer avec vous. On aura tout à l'heure une conclusion aussi par Laurent Melin. François, moi j'ai une question parce que les gens ne savent pas, on va révéler un secret. Vous aviez un poste, semble-t-il, en or. Je ne dis pas que c'était tranquille parce que vous bossiez, mais vous étiez dans un grand groupe qui s'appelle Bouygues. Vous étiez chef d'un bureau d'études. Et puis un jour, vous avez dit, je vais acheter une entreprise dans le bâtiment. Comme ça, je vais m'emmerder à chercher des salariés. J'ai des clients qui m'appelleront le week-end. Et vous êtes heureux. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre ? L'opportunité déjà. C'est vrai que j'ai évolué pendant 15 ans en tant que responsable d'un bureau d'études chez Bouygues Construction. Et puis, il y avait toujours en tête ce petit projet de me mettre à mon compte. L'opportunité d'avoir connu le chef, le responsable de Sorenam qui partait à la retraite, l'accompagner pendant un an et puis faire le grand pas de l'entrepreneuriat. C'était en 2015 ? Oui. L'entreprise existait déjà ? Alors l'entreprise existe depuis 2008. Moi, je l'ai rachetée en 2015, donc ça fait maintenant 8 ans, 7 ans. Ok, juste qu'on comprenne comme on l'a fait tout à l'heure avec Christophe, votre cœur de business. Alors Sorenam, ça veut dire Sud-Ouest Rénovation Aménagement. C'est une petite entreprise de bâtiment. On est 10 salariés. On travaille dans la rénovation globale du bâti, de la surélévation et de l'extension pour des besoins individuels. Nos clients sont essentiellement des particuliers qu'on accompagne depuis le projet qu'ils ont en tête de surélévation. On les accompagne dans tout ce qui est autorisation administrative pour déposer des permis de construire. Et on va jusqu'à la réalisation des travaux, la livraison, et puis voilà, on les accompagne jusqu'au bout. On est en entreprise tout corps d'État, donc des 10 salariés, j'ai charpentier, maçon, électricien, plombier, voilà, les différents corps d'État pour réaliser un chantier. Alors on en parlait tout à l'heure avec les présidents des chambres consulaires régionales, on ne va pas caricatural, mais c'est plus facile de trouver un client en ce moment que des artisans employés. C'est quoi la recette quand on a une entreprise comme la vôtre, 10 salariés, c'est pas péjoratif, pas forcément très connu sur le marché. Comment on fait pour aller garder? Déjà, c'est une question, et ensuite pour recruter. C'est le double défi sur lequel on doit travailler aujourd'hui. On n'a pas spécialement de problématique d'activité, puisque voilà, clairement, les crises qu'on a vécues ont fait que ça a été plutôt positif en termes d'activité. Le confinement, le télétravail fait que les gens veulent améliorer leur habitat. Donc je ne cherche pas de travail actuellement, mais je cherche des collaborateurs et surtout je cherche à fidéliser mes collaborateurs. Parce que le marché du travail est vraiment très, très tendu. Mes collaborateurs ont des envies d'ailleurs. L'herbe est souvent plus verte à l'extérieur. Des envies de monter également leur structure, ce qui est plutôt positif. Mais pour l'entreprise, c'est vraiment une difficulté. Alors sans donner une recette, mais au moins de l'expérience, comment on fait aujourd'hui? Parce que ça concerne beaucoup de monde. Alors il y a la solution de surenchère salariale que je veux éviter à tout prix, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi la pérennité de ma société qui est en jeu. Donc on essaie de travailler sur une politique un peu plus familiale, conviviale, de la flexibilité horaire. J'ai 2 exemples particuliers. Le charpentier qui m'a demandé depuis début d'année un temps partiel. Alors imaginez bien que pour faire des charpentes 3 jours par semaine, c'est plus compliqué. Concrètement, il voulait bosser 4 jours semaine, hein, c'est ça? 3 jours. Même 3 jours, 3 jours retenu 4. Ouais. Très bien. 3 jours semaine, donc c'était ça où je le perdais. Donc on accepte de partir sur des contrats temps partiel. Alors en essayant d'adapter notre façon de travailler, on a pu recruter un apprenti qui travaille avec lui début de semaine et puis faire monter en compétence un autre collaborateur qui avait des envies de charpente. Donc pour pallier son absence, on a essayé de trouver une organisation un petit peu, je dirais, palliative. Alors c'est du gagnant-gagnant pour les collaborateurs, puisque le charpentier a
à sa vie pro, vie perso qui est honorée, l'apprenti qui n'a jamais été autant responsable et autonome aussi rapidement, et puis une montée en compétence d'un autre collaborateur sur un autre corps de métier. Laure Le Chertier, alors les soucis sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais il y a quand même un problème de recrutement aussi chez UPSA. Vous avez tellement eu de difficultés, ou en tout cas vous cherchez des solutions, pour reprendre l'expression de Christophe tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il cherche des solutions. Vous avez mis des choses en place. On va parler d'Agen, on est un petit peu un tropisme néo-aquitain aujourd'hui, même si vous êtes évidemment sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait quand justement on a 40, 50 postes à pourvoir à Agen pour aller chercher des salariés et les séduire? Oui, alors effectivement, UPSA n'est pas épargné par ce mouvement, je dirais, généralisé de difficultés de recrutement, qui n'est pas un mouvement tout à fait nouveau, puisque finalement, ça préexistait avant le Covid. Le Covid a été juste un catalyseur. Et justement, et là, je rejoins ce que disait Jean Viard sur la quête de sens et la réflexion sur sa vie, et de faire passer d'abord sa vie avant son travail. Et du coup, c'est vrai que nous, UPSA, alors on est une ETI, c'est 400 millions d'euros, situé à Agen, 2 sites de production, 2 sites de distribution, plus de 1300 collaborateurs, des conditions de rémunération plutôt attractives, mais on s'est retrouvé face à de réelles difficultés de recrutement avec de nombreux postes à pourvoir qu'on n'arrivait pas on n'arrivait pas à trouver de candidats. Alors on a fait des choses extrêmement simples, c'est-à-dire qu'on a mis en place des campagnes de recrutement de proximité, donc on a énormément joué la proximité. Quand je dis ça, c'est qu'on a osé aussi dire UPSA recrute. Alors évidemment, on a utilisé des slogans qui nous sont propres, du type « mettez de l'effervescence dans votre vie ». Puisque facile. Vous savez qu'on était le pionnier de... Voilà, facile. C'est pas du champagne, mais bon. Mais on a voulu rendre visibles, en fait, nos besoins. Donc, on a beaucoup communiqué, alors avec des choses toutes simples, des sacs à pain, des annonces dans les cinémas. Notre partenaire, l'ESUA, voilà. Fait des annonces à chaque match. Nos camions qui livrent, en fait, les pharmacies, eh bien, ont aussi des annonces. On a créé un site internet spécifique sur les offres qu'on proposait, donc pour justement essayer d'attirer des talents, d'avoir plus de candidatures. En termes d'impact, ça a bien fonctionné, puisque finalement, ça a multiplié par 3 le nombre de candidatures qu'on a reçues, et ce qui nous a permis de pourvoir un certain nombre de postes. Mais la question reste toujours présente, avec des métiers en très forte tension. Je pense notamment au métier de la maintenance, où là, les personnes sont rares et sont difficiles à trouver. Donc une communication qui doit toujours se faire et qui doit être à la fois l'attractivité de l'entreprise. Et donc là, on est effectivement sur tout un travail sur notre marque employeur, mais aussi l'attractivité de la ville d'Agen, puisque souvent on peut avoir des objections sur le fait de vivre à Agen. Donc on travaille aussi avec l'agglomération pour valoriser les atouts, la richesse du patrimoine, voilà, tout ce qui peut faire que Agen est une ville agréable à vivre. Et le Lot-et-Garonne et Agen ont communiqué d'ailleurs là-dessus. Est-ce que c'est plus difficile, là, François Capon nous disait à l'instant que c'était dur de fidéliser. Est-ce que vous avez ce travail et est-ce que votre politique de RSE, parce que je le disais en vous présentant, il y a une grosse politique de RSE et un plan en route en ce moment, est-ce que c'est un levier pour garder les salariés et sous quelle forme? La fidélisation, c'est un axe central de notre politique RH, puisqu'on veut aussi retenir les talents. Donc, bien évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on pense humain. Alors, on a mis au cœur de notre mission l'humain. Donc, c'est notre raison d'être. Et penser humain, c'est aussi quand on a des collaborateurs, les faire grandir dans l'entreprise. Donc, avoir vraiment pour eux des perspectives de développement, de possibilités de bouger dans l'entreprise, d'apprendre d'autres métiers. Voilà, d'être interchangeable et de pouvoir
je dirais, s'épanouir pleinement. Donc c'est effectivement un point important. Et d'ailleurs, on a mis en place un dispositif spécifique qui s'appelle le dispositif Agir, qui vise à aider nos salariés qui ont des projets très personnels. Donc des initiatives personnelles, qu'elles soient entrepreneuriales, sportives, culturelles. Dès lors que ces initiatives sont corrélées à un dépassement de soi, eh bien, on apporte notre contribution, et une contribution qui est à la fois financière, mais aussi d'accompagnement dans la réalisation de leurs projets. Et ça, c'est une façon de fidéliser, c'est une façon, voilà, de garder en fait ces collaborateurs. Une dernière question croisée entre ce que disait Jean Stone et Jean Viard tout à l'heure. Il y en a un qui nous disait, en gros, les salariés de l'entreprise préfèrent qu'on leur offre, entre guillemets, ou qu'ils aient accès aux trottinettes électriques, ils n'ont plus besoin de bagnole, ils ne veulent pas forcément acheter. Là, on entend qu'un salarié, il préfère avoir 3 jours de travail, donc avoir plus de repos qu'une hausse de salaire, même s'il aurait peut-être pris les deux. Est-ce que vous avez ce questionnement aujourd'hui? Est-ce que vous observez que le salaire n'est plus forcément le seul moyen de conserver les salariés, ou en tout cas de les accompagner? Oui, je pense que c'est très juste. Il y a la volonté de concilier aussi sa vie professionnelle et sa vie personnelle, donc d'avoir du temps, une qualité de vie qui soit au rendez-vous. Et puis en termes de marque employeur, moi ce que je vois beaucoup, c'est aussi comment on est attractif par les engagements qu'une entreprise prend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se résumer à je fais du profit, je veux faire que des bénéfices. Non. Elle doit montrer ses engagements pour l'intérêt général. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, chez UPSA, on a mis la RSE au cœur de notre plan stratégique, parce que c'est un engagement concret qui va se décliner sur plusieurs piliers, qu'ils soient sociétaux, économiques ou environnementaux. Mais ça, c'est un gage, je dirais, de l'entreprise citoyenne, l'entreprise qui est ancrée au sein de son territoire, qui fait du bien, donc qui œuvre pour le bien. Et je pense que ça, c'est très porteur de sens et que ça peut justement être un levier pour convaincre eh bien des personnes à rejoindre une entreprise comme UPSA. Bon, on vous donne rendez-vous dans un an pour voir si ça a marché aussi bien que les petits sacs à pain. On va retrouver Jean Viard, parce que je suis sûr que le sociologue va être passionné par ces discours différents et entendre un chef d'entreprise dire oui, j'ai donné 2 jours de repos, ou en tout cas il est temps partiel à mon charpentier quand il n'y en a qu'un dans l'entreprise, c'est quand même gonflé. Je vous propose qu'on accueille Laurent Melin pour conclure cette deuxième table ronde. Je le précise, Laurent, parce que c'est important, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes à la tête de 3 salons de coiffure, donc les soucis RH, fidélisation, recrutement, je pense que ça vous fait peut-être quelquefois vous arracher les cheveux, excusez-moi, elle est facile. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un souci pour une chambre régionale des métiers que ces problèmes RH? Peut-être le micro-main. Bien sûr, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et je tiens à vous remercier dans votre présentation de m'avoir qualifié, en tout cas, de chef d'entreprise, parce qu'avant tout, d'être le représentant d'une chambre régionale de métiers. Et président départemental, je président départemental, certes, mais je suis avant tout un chef d'entreprise et je suis, comme vous toutes et vous tous, confronté à toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer. Pour autant, c'est aussi les difficultés que rencontrent les 180 000 artisans de la Nouvelle-Aquitaine, mais pour prouver quand même que le secteur artisanal est plutôt dynamique et sait s'adapter en permanence, j'en ai pour preuve en tout cas que nous n'avons pas observé de défaillance à l'entreprise sur nos territoires, en tout cas pas plus qu'aujourd'hui. Nous nous sommes appuyés sur différentes enquêtes, en tout cas pour connaître vos problématiques, puisque, comme je vous le disais, je suis aussi chef d'entreprise et on a donc ces augmentations d'énergie qui ont contribué à de grosses difficultés pour nous. On a eu l'augmentation et la difficulté d'approvisionnement des matières premières et, comme ça a été évoqué ici, donc les difficultés de recrutement. Toutefois, on a pu, je vous le disais, s'adapter et nos services de la Chambre régionale de métiers, on est capable d'apporter aujourd'hui une réponse concrète. J'entendais tes difficultés notamment sur l'accompagnement de tes collaborateurs. Je vous entendais, madame, pour la fidélisation de vos collaborateurs avec cette démarche RSE. Nous avons dans notre offre globale de services et de proximité, puisqu'elle se déploie en tout cas sur l'ensemble du territoire, des formations, des accompagnements dans le domaine de l'aide au recrutement, si on reste sur le problème RH, sur la difficulté du RH, pardon, que ce soit sur le développement
ou que ce soit aussi sur cette QVT, j'entends bien cette fameuse qualité de vie au travail que chacun se doit d'avoir. On est aussi, parce que ce n'est pas le seul difficulté ou le seul accompagnement, la seule ressource que viennent chercher nos ressortissants, pardon. C'est aussi dans cette transformation écologique, numérique, on vient de passer, j'ose le dire, peut-être même une guerre climatique. On est capable aujourd'hui de dire et de proposer à nos chefs d'entreprise un accompagnement justement dans toute cette mutation et cette transition. Et puis le pilier et la force de nos structures, c'est quand même c'est de pouvoir se développer, et aussi sur le volet développement, nous sommes en mesure, en tout cas, et en capacité par rapport au fait que je sois aussi actif en termes de chef d'entreprise, et c'est aussi l'image de mes collègues, puisque nous sommes tous issus du secteur des métiers, d'être capable d'adapter instantanément, en tout cas avec une forte réactivité, tous les outils de formation aux entreprises, en tout cas, et qui sont capables de développer et de pérenniser nos entreprises. Merci de ces précisions. Effectivement, on sait qu'on peut se retourner quand on est professionnel vers les chambres. Est-ce que Jean-Viard est resté avec nous sur cette question de la qualité de vie au travail et des attentes des salariés qui évoluent peut-être encore plus vite que nous le disait Jean Stone tout à l'heure? On a encore... il n'est plus là. On n'a plus Jean-Viard. Bon, écoutez, on va prolonger. Merci à tous les trois. On va passer à notre dernière table ronde sous les applaudissements.